NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous présente Frontal. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Togo. Mes trois invités sont avec moi. Vous êtes tous togolais et on parle ici du Togo. Dans ma question, la dernière que je vous ai posée, Credo et Tété, elle était relative à une meilleure démocratisation de l'espace politique, à plus d'ouverture politique. Et le professeur l'a dit, vous l'avez remarqué, mais ça vaut pour de nombreux pays sur le continent, pas que pour le Togo, la question des institutions fortes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et notamment la question du respect de la Constitution, etc. Oui, je crois qu'il nous faut réellement, il faut avancer vers cet aspect de la chose, cette réalité. Il nous faut véritablement des institutions fortes, nous n'en disconvenons pas, mais il y a un travail qui se fait. Ce que moi je voudrais dire, donc on ne peut pas tabler aujourd'hui que des efforts ne soient pas faits. Mais les efforts ne doivent pas provenir d'une partie sur le plan politique uniquement, mais que ça soit de l'opposition, qu'ils fassent des propositions assez constructives. Maintenant, au niveau de la Constitution, mais la Constitution, c'est voté par le peuple, mais on ne peut pas encourager également que la Constitution soit, disons, tailladée à un certain moment. Et je ne pense pas que le Togo soit aujourd'hui dans cette posture. Le Togo n'est pas dans cette posture aujourd'hui. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Dans quelle posture ? Non, mais la Constitution n'a pas été modifiée à dessein dans notre pays. Donc, qu'on ne prête pas des intentions, la Constitution n'a pas été modifiée à dessein. Mais c'est une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie, je porte cette affirmation. Mais et là, vous aurez le temps... Non, mais ce n'est pas une question de temps. Il y a une il y a une constitution togolaise qui est la constitution qui a été faite par le Haut Conseil. Laissez-le finir d'abord, s'il vous plaît. On ne peut pas dire des énormités pareilles. Très rapidement, allez-y très rapidement, on n'a pas assez de temps. Je ne pense pas que ça soit question d'énormité, c'est une question de point de vue d'analyse. Donc je voudrais que nous puissions nous respecter sur ce plateau et qu'on ne dise pas qu'un co-débatteur sorte des énormités. Donc là, moi je ne vais pas aller dans cette posture. Je dis que c'est vrai, la Constitution, nos constitutions en Afrique, en général, doivent être renforcées et on doit également avoir cette culture de respect de nos constitutions. Non, c'est pas renforcer, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est respecter. Oui, je l'ai dit. Pas renforcer. Je l'ai dit également. Respecter. Nos constitutions doivent être renforcées. Donc ça, c'est l'idée. Nos constitutions, nos institutions doivent être renforcées. La Constitution doit être respectée. Et cela vaut pour tous les pays. Oui, absolument. Cela vaut pour tous les pays. Maintenant, qui doit faire le travail? Donc ça serait la contribution de tous les citoyens togolais, de tous les acteurs politiques. Mais si vous vous abonnez pour une politique de chaises vides, lorsqu'on a besoin de vous pour faire des contributions, vous êtes là à inonder les réseaux sociaux, à sortir des choses qui ramènent, disons, en arrière, on ne peut pas évoluer. Le Togo doit être construit uniquement avec l'apport de tous les citoyens. Oui. Oui, la dernière phrase n'est pas fausse. Hein. Le Togo doit être, comme tous les autres pays du monde, doit être construit par l'ensemble des citoyens. Il ne doit pas avoir des exclus. Mais alors, puisque nous voulons avancer, comment on fait maintenant? L'opposant que vous êtes, est-ce que vous pensez, au-delà de ce qu'on peut admettre que vos critiques sont vraies, sont pertinentes, etc., est-ce que vous pensez que l'opposition togolaise a toujours été à la hauteur de ces défis? J'ai déjà reçu, moi, un éditorialiste dans une autre émission qui m'a dit « Il y a trop de caïmans dans le marigot oppositionnel togolais ». C'est ce qu'il m'a dit. Mais je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Pensez-vous que vous avez toujours été à la hauteur des défis que vous évoquez là pour que effectivement le Togo soit construit par tous les Togolais? Je vais vous sortir du meilleur des mondes qui vient de nous être décrit par M. Tété. Oui. Il y a eu une constitution togolaise lors de la conférence nationale qui a été adoptée à plus de 90% par tous les Togolais, qui est la constitution de 1992. Il était consensuel, adopté par tous les Togolais. Mais dire que cette constitution n'a pas été tripatouillée, modifiée, truquée,
par le service de la France qui nous a diligenté, et ça va Charles Debache, qui n'est pas togolais, hein, non. qui était au service du pouvoir des Gnassingbé, qui a passé toute sa carrière au Togo à instrumentaliser notre constitution pour empêcher l'alternance politique. Voilà. C'est ça le nœud du problème. La constitution dont monsieur dit qu'il n'a pas été modifiée. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Cette constitution de 1940. Oui, nous, alors, par rapport à ce point, vous allez me dire oui. Et en 2017, nous nous sommes battus, Togo debout, et pas mal de Togolais, nous nous sommes battus pour la réinstauration de cette constitution de 1992, parce que c'était une constitution qui a été adoptée par tout le peuple togolais. Donc comprenez qu'aujourd'hui, le pouvoir qui a tripatouillé, modifié, truqué et a mis vraiment des conditions... C'est confusant ce que... Non, mais qui a mis dans cette constitution des conditions d'une présidence à vie pour la famille. C'est ce que vous pensez de votre constitution actuelle. On le sait, la preuve, l'alternance est impossible. Non, je vais vous répondre à la vraie question que vous avez posée concernant l'opposition. Vous savez ce que c'est que d'être opposant au Togo? Je n'ai jamais été... je ne vous le conseille pas, la preuve. Impossible d'être opposant au Togo. Votre vie est en jeu. Il y a des opposants au Togo. Vous êtes mort socialement. Je peux vous citer des... Monsieur Richard, oui, d'accord. Écoutez-moi. Il y a 1 million de Togolais qui sont en exil. Aux États-Unis, en Afrique, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au Niger, en France, un peu par le monde. Vous croyez qu'ils sont là par la prunelle de leurs yeux? Des Togolais de haut niveau qui ont fait leurs études ici, qui font des exploits sportifs pour des pays étrangers. Vous pensez qu'ils le font comme ça? Ils n'ont pas envie d'aller chez eux, s'installer, parce que leurs parents les a foutus dehors. Toute l'élite togolaise a été mise dehors parce que la contrainte qui pèse dans le pays ne peut pas te permettre de faire de la politique au Togo. Alors, quand tu veux vivre de ton métier. Admettons Kalgaba, on sait que vous êtes un opposant. Si vous allez à Lomé aujourd'hui, que pensez-vous qui vous arrivera? Mais il y a Bawara qui me disait qu'il va me mettre dans un conteneur, je vais y sortir blanc. Oh, okay? Peut-être qu'il vous taquinait juste. Oh, il ne taquine pas, Bawara. Non? Non. Très bien. Bawara, il ne taquine pas. Je me demande même là où est-ce qu'il est, parce que ce sont eux qui sont les tribalistes. Bawara, ce sont eux qui sont les idéologues d'un système qui est une colonisation endogène au Togo, où est exclue la... Écoutez-moi bien, non, j'ai besoin... malheureusement, on n'a pas... Oui, mais j'ai besoin, vous avez parlé de l'opposition qui a défailli. Non. Ah, je n'ai pas dit ça vraiment, j'ai posé juste la question. L'opposition est à la hauteur. Nous avons fait 27 dialogues avec ce régime, avec toutes les institutions du monde. Vous n'avez pas toujours été unis. Mais on a été unis dans ces dialogues. Le pouvoir n'a jamais... La C14 a explosé. Mais oui, mais après... Mais non, mais la C14 n'a pas explosé. La C14 s'est retrouvée instrumentalisée parce que le régime y a introduit la moitié des gens qui faisaient partie de la C14 sur des émanations du régime. Quand monsieur parle de dialogue, il veut dialoguer avec des oppositions qu'ils ont fabriquées eux-mêmes au Togo. Le dialogue doit se faire avec les principaux opposants. C'est très intéressant et vous reviendrez d'ailleurs nous donner votre avis sur cette question. C'est très intéressant, professeur, ce qui dit, puisque ça nous plonge au cœur du thème de la troisième partie qui concerne le rapport entre le Togo et aujourd'hui la France. Le ministre togolais des Affaires étrangères dit ceci ce 21 septembre à la tribune des Nations Unies. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous sommes fatigués par le paternalisme, par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Et ça, c'est Robert Dussé qui le dit. Et à l'endroit de qui personne n'est dupe. On sait de qui il parle et à qui il parle, la France précisément. Qu'est-ce qui se passe, professeur David Assima Johnson? Le problème de la France, je vais vous proposer un cadre conceptuel en termes de point de vue. C'est d'abord le problème de l'irréversibilité des avantages acquis via la posture coloniale. Ça, c'est la position. Après, qui doit s'opposer à ce que je vais appeler la normalité ou la souveraineté des peuples qu'on a appelés, qui étaient des anciens colonies. La posture de la France, c'est de maintenir cette irréversibilité d'avantages acquis, quoi qu'il en coûte. Mais par rapport à cela, il y a des collaborations, ceux qui ont fait les collaborationnistes, qui participent au jeu de maintien de cette irréversibilité des avantages acquis, et il y a d'autres qui veulent être dans une position normale de relations internationales, État à État. Donc, alors, la question réelle, est-ce que lorsque
on parle d'un paternalisme. Oui. Et ça, c'est très intéressant, professeur, oui. parce que ce n'est pas un activiste qui parle. Oui. C'est celui qui porte la diplomatie togolaise, oui. qui le dit à la tribune des Nations Unies. Et c'est peut-être que celui qui est le grand soutien du pouvoir ici va nous expliquer, parce que un ministre des Affaires étrangères est le porteur de la diplomatie d'un pays. Ce n'est pas un activiste. Et quand un ministre dit à la tribune des Nations Unies, nous sommes fatigués de votre arrogance, nous sommes fatigués de votre condescendance, nous ne voulons plus ce paternalisme, nous voulons être vos partenaires, vos sujets, c'est fort quand même. Oui, mais je ne l'ai pas contesté. Moi, je suis en train de vous dire que oui. Ce qui importe le plus, c'est de tenir le bout et que ce ne soit pas un effet d'annonce. D'accord. Voilà, il faut bien comprendre cette cohérence, parce qu'il y a beaucoup de discours. Et on appelle cela des asymétries informationnelles. Entre l'intention de dénoncer quelque chose et la mise en œuvre de la chose énoncée, c'est un autre problème. Bon, alors, moi, je ne prends pas une position contre, je ne peux que m'inscrire dans la dynamique. C'est radical voilà, quand même, voilà, comme changement de paradigme. Oui. D'aucuns disent, le chien aboie, la caravane passe. On n'a pas très bien compris. Je dis, le chien aboie, la caravane passe. C'est-à-dire, c'est un dicton qui dit, tu peux continuer de parler, mais en réalité, rien ne change. Ah, en réalité, rien ne change. ou mieux, moi je dirais, les mouches ont changé de coche. Vous expliquerez tout à l'heure. Ce que je voudrais dire, non, revenons à moins de blagues, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que là, vous nous interpellez en fait sur qu'est-ce que nous pensons du paternalisme de la France. Oui. Il ne s'agit pas de dire que nous dénonçons, mais effectivement, ce paternalisme de la France, tous les Africains le dénoncent. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment la France s'ajuste par rapport à cela. Elle a créé le concept de sentiment anti-français. Elle a avancé l'hypothèse de Wagner, comme si les Africains n'étaient pas à même de réfléchir pour choisir le mode de partenariat. Voilà, en fait, ce que j'appelle l'irréversibilité des avantages acquis via la position coloniale. Alors, vous voyez, en fait, finalement, c'est que l'Afrique doit se prendre en charge. Oui. Mais pour se prendre en charge, il faut qu'il y ait des institutions fortes. Et que ces institutions fortes, mais qu'il y ait des règles de jeu où il n'y a pas des free riders, à la dernière minute, oui. on change des règles du jeu. Donc je vous ai parlé de la robustesse des institutions, je vous ai parlé de la résilience des institutions, oui. je vous ai parlé essentiellement, comme a rappelé l'un des acteurs fondateurs de la Corée du Sud, qui disait, en fait, dans la vie humaine, l'économie précède le politique et la culture. Donc le problème, Karl l'avait évoqué un instant. Même si tout est politique, finalement. Oui, mais d'accord. Mais le problème, en fait, que nous ayons des personnes affamées, oui. en fait, la question fondamentale est celle-ci. Oui. Comment un continent qui dispose de 80% des ressources qui rentrent dans, etc., et n'arrive pas, laissez-moi terminer, juste n'arrive pas, et nous assistons à un spectacle d'émigrés sur Lampedusa, etc., alors que l'Afrique, justement, à la densité géographique la plus faible du monde, bien sûr. Et qu'elle a les ressources les plus importantes, et que même ceux qui sont pour l'irréversibilité des avantages acquis n'ont même pas été capables de produire de l'électricité où nous avions des matériaux qui produisent de l'électricité. Absolument. Voilà la question fondamentale. Absolument. Alors, donc, Absolument. Avant de donner la parole, Karl Gaba, j'arrive à vous à l'instant. Credo Tété. Lorsque en 2005, le feu président, Yassine Beyadema décède, celui qui alors était président de la France, c'est-à-dire Jacques Chirac, dit publiquement « La France vient de perdre un ami ». Aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères dit à la tribune des Nations Unies « Nous ne voulons plus être vos sujets, nous ne voulons plus votre arrogance, votre condescendance, etc. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Selon vous, quelle analyse vous faites de ce changement déjà, même ne serait-ce que sur la forme?
Oui, mais moi, je ne peux qu'agir sur la forme. Je voudrais reprendre un des propos. Non, je vais répondre, mais je m'appuie sur les propos du professeur Johnson. Lorsqu'il a dit, il a bien dit, l'Afrique doit se prendre en charge. Mais avant d'aller au continent africain, il faut que les États se prennent en charge. Moi, je dis, avec cette sortie du professeur Robert Doucet, qui est, disons, un affichage de notre pays, le Togo, une position qui est prise. Donc, il faut retenir que c'est un début, c'est une prise de conscience que nous devons nous prendre en charge et qu'on ne doit pas éternellement recevoir des consignes d'un ancien colon ou bien d'une puissance étrangère. Donc là, c'est ce courage également qu'il faut apprécier, qu'il faut noter. Maintenant, après ce discours, après cette annonce, quelles doivent être les étapes, les actions qu'on doit mener afin de conforter, disons, cette volonté. C'est là où nous allons attendre, disons, le ministre des Affaires étrangères ou bien le Togo. Mais c'est déjà courageux d'arriver à ce stade-là. C'est déjà courageux. Le ministre togolais des Affaires étrangères, dites-vous, veut provoquer une insurrection des consciences pour changer, pour introduire de nouveaux paradigmes dans les relations entre la France et l'Afrique. Charles et Karl Gaba, vous vouliez répondre par rapport à la rupture, ne serait-ce que épistémologique, dans le discours. Pardon? Qui parle? Monsieur Doucet, il parle au nom de Faure Gnassingbé, qui n'a pas eu le courage, à l'ONU, lui-même, de venir planter un couteau dans le dos de la France, dans le dos de Macron, qui est son maître. Ce sont les valets du colonialisme français qui sont en train, sur la place publique, venir poignarder leur maître. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les vents ont tourné en Afrique. Vous avez bien vu en Guinée, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Gabon, le vent a tourné. Et de quoi parlent les peuples? De quoi parle la jeunesse africaine? La France dehors, qu'on soit d'accord ou pas. Et ce pouvoir opportuniste qui existe grâce à la France, parce que le premier coup d'État qui a été fait en Afrique, au Togo, d'un président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, qui voulait battre sa monnaie pour avoir qui voulait battre sa monnaie. Il est en train de, professeur est en train d'écrire un livre sur ça qui est très intéressant. J'ai déjà lu le premier G. Qui était en train de battre sa monnaie pour avoir l'autonomie du Togo, a été assassiné par le père de Faure Gnassingbé. Nous sommes en 2023. Non, on est en 2023, mais qui parle? Non, mais c'est important. Qui parle? Ce sont les suppôts du régime qui, aujourd'hui, viennent poignarder leur maître. On est d'accord. Quoi que vous en pensiez, moi je vous mets juste... Dans quel but? Oui, parce que les vents ont tourné en Afrique. C'est pas opportunisme. C'est pas opportunisme et que le glas est en train de sonner pour ce régime de 60 ans. Et ils veulent gagner la conscience de la jeunesse en disant que c'est eux les panafricains. Non, ils sont pas les panafricains, c'est les collabos. Pendant que nous, on se battait pour le panafricanisme, pour l'indépendance, les parents de Faure Gnassingbé combattaient nos frères de l'Algérie, dans l'armée française, en Indochine. Oui. Avant de laisser et aujourd'hui, c'est une insulte à notre mémoire. C'est une insulte à nous qui sommes les ablodéviaux. Vous savez ce que c'est qu'ablodé? C'était ça, l'ablodé. Les enfants de l'indépendance. Oui, ils ne vont pas venir aujourd'hui. Ceux qui nous ont combattus, qui sont là et qui sont là du fait des colons, qui ont mis en place une colonisation endogène, en expulsant tous les Togolais, et il vient à la face du monde nous raconter une histoire à dormir debout. On l'a bien compris. Ce sont des lâches. Vous êtes dans Ce sont des lâches. Il n'a qu'à venir lui dire directement et on lui dit chiche. Merci. Entre-temps, il a oublié le franc CFA. Entre-temps, il a oublié l'autonomie qui est le franc CFA. D'accord. Avant de laisser le dernier mot par respect au professeur. Non, attendez. Très rapidement, avant qu'on lui laisse le dernier mot. Oui, très rapidement. Donc, je voudrais juste rappeler à l'attention de M. Gaba que le ministre des Affaires étrangères parlait au nom du Togo. Il n'a pas parlé en son nom. Oui. Et ce n'est pas la première fois qu'il a représenté le Togo à une tribune des Nations Unies. Donc, qu'on insinue qu'il aurait parlé en son nom, c'est la position du Togo et le Togo l'assume. Merci. Très rapidement, David Assiba, je l'ai dit en début d'émission, vous avez vu le continent dans son évolution depuis 60 ans.
et vous avez pu apprécier les rapports entre la France et l'Afrique. On semble avoir là maintenant une forme de rupture épistémologique. Comment envisager l'avenir? Et je vous laisse le dernier mot, professeur. Ce que je voudrais dire, je vais attirer votre attention sur le fait que le successeur de Mao, qui était Deng Xiaoping, a mis moins de 30 ans pour sortir 691 millions de personnes de la pauvreté. Voyez-vous, si vous prenez la Corée du Sud, qui, dans les années 60, avait un PIB inférieur à celui du Togo, aujourd'hui, la Corée du Sud est contributeur à l'OCDE. Voyez-vous? Alors, nous sommes restés avec la colonisation ou la France pendant plus de 50 ans, avec une certaine forme d'apprentissage, et nous vivons à peine avec $1,20 par jour. Si vous regardez ce qu'on a appelé les miracles de l'Asie du Sud-Est, ils ont été dans une rupture. Comme on est à la fin de l'émission, dans une rupture. Donc, en fait, en un mot, ce que je voulais dire, c'est que j'appelais la prise en charge de l'Afrique par elle-même. Elle dispose de toutes les ressources. Ce qui importe, c'est qu'il y a un déficit stratégique, un déficit de réflexion stratégique. Et parce que la nation ou les nations africaines doivent se conduire par un management stratégique des nations, en se posant des questions. Où désirions-nous aller? En formulant des stratégies. Il faut une vision stratégique. Merci. Et la valorisation du capital humain. Le capital humain. C'est très important. Et sans capital humain, c'est le premier moyen de développement. Merci, voilà, professeur. Merci, professeur. C'est la fin de Frontal, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.